Historiquement appelé nos meilleurs ennemis, l'Angleterre n'est pas seulement un pays représenté par sa rose, la famille royale ou encore son volant au côté atypique. Non, c'est bien plus que ça. L'Angleterre est également un pays de football et qui le respire depuis des décennies. Il n'y a qu'à aller à Londres pour constater l'ampleur et l'impact de ce sport au sein du pays. Ce pays qui en 1966 a vu son équipe nationale remporter la seule et unique Coupe du Monde de son histoire et qui plus est sur ses terres. Mais est-ce que 56 ans après, l'Angleterre peut espérer ramener une deuxième Coupe du Monde et cette fois-ci hors de son territoire ? S'il y a bien un adjectif qui pourrait définir l'Angleterre, c'est revancharde. Revancharde car après avoir perdu la finale de l'Euro 2021 face à l'Italie, l'Angleterre aimerait conquérir le titre suprême 56 ans après l'avoir gagné pour la dernière fois. Mais est-ce que cette équipe d'Angleterre, actuellement coachée par Gareth Southgate, qui est un coach très controversé, peut gagner cette Coupe du Monde au Qatar? Et pour répondre à cela, comme d'habitude, on va diviser la vidéo en 4 parties. La liste des 26, la composition et le style de jeu, les 3 joueurs à surveiller, et enfin la conclusion où je vous donnerai un petit peu mon avis, le groupe, les ambitions de la nation, les forces, les faiblesses, etc. etc. Cette équipe d'Angleterre est actuellement coachée par Gareth Southgate, et voici les 26 joueurs qu'il devrait appeler s'il n'y a pas de surprise ou de rebondissement d'ici le mondial. Pour les gardiens de but, on aurait Jordan Pickford, Aaron Ramsdale et Nick Pope. Pour les défenseurs, on aurait Harry Maguire, John Stones, Fikayo Tomori, Eric Dyer, Ben Chilwell, Luke Shaw, Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker et Kieran Trippier. Pour le milieu de terrain, Declan Rice, Phil Foden, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Mason Mount et Calvin Phillips. Et enfin pour les attaquants, Raheem Sterling, Jack Grealish, Harry Kane, Bukayo Saka, Jarrod Bowen, Ivan Toney, Tammy Abraham et Marcus Rashford. Vous l'avez peut-être remarqué, mais dans cette liste, il y a actuellement un ou plusieurs joueurs blessés que j'ai énumérés comme Harry Maguire, John Stones, Kyle Walker ou encore Calvin Phillips, mais qui seront peut-être absents. Pour le moment, on ne sait pas s'ils seront aptes ou non, donc j'ai préféré les mettre, mais leur présence n'est pas sûre à 100%. Cependant, il manque un joueur important, à savoir Reece James, qui malheureusement s'est blessé au genou et qui lui sera forfait pour cette Coupe du Monde. Son retour est prévu aux alentours du 12 décembre 2022, donc malheureusement le mondial aura déjà commencé, et bien commencé même, donc il n'y participera pas, et c'est clairement un gros coup dur pour l'Angleterre. Donc on peut voir qu'à l'approche de ce mondial, les Anglais ne sont pas épargnés par les blessures. Pour ce qui est de la compo, on devrait partir sur un 4-2-3-1. Donc la compo probable, c'est celle-ci. Dans les buts, on aurait Pickford ou Ramsdale. Une défense à 4 composée de Kyle Walker, John Stones, Maguire et Luke Shaw. Un milieu de terrain avec 2 milieux défensifs en la présence de Bellingham et de Declan Rice. 2 ailiers et un numéro 10, à savoir Saka, Sterling et Foden. Et enfin un attaquant de pointe avec Harry Kane. Donc pour les gardiens, alors là c'est vrai que c'est un peu une situation inédite parce qu'à un mois du mondial, généralement tu connais ton gardien numéro 1. Cependant j'ai l'impression que ce n'est pas le cas pour Gareth Southgate et que le coach britannique hésite encore entre Pickford et Ramsdale. Ce qui peut être compréhensible d'ailleurs parce que Pickford est un bon gardien, que ce soit sur sa ligne ou encore au pied, et même si c'est un petit peu plus compliqué avec Everton en ce moment, c'est l'homme de confiance de Southgate, c'est lui qui a tenu la baraque lors de l'Euro 2021 en faisant une belle compétition. Et de l'autre côté, t'as Ramsdale qui commence à gratter de précieuses minutes, notamment lors des matchs de Ligue des Nations. Il est très performant en Première Ligue avec Arsenal qui enchaîne les victoires et on sait qu'à l'approche d'un mondial, la confiance est extrêmement précieuse. C'est aujourd'hui un des meilleurs gardiens de Première Ligue, contrairement à Pickford qui actuellement est un peu en sous-régime, donc c'est un peu un casse-tête pour lui, on va pas se mentir. Et je veux pas en rajouter, mais sur les derniers matchs, c'était carrément Nick Pope, le gardien titulaire, donc c'est un peu flou, mais si on se base sur les préférences et le feeling de Southgate, je pense qu'il alignera Pickford. Mais d'un côté, ça m'étonnerait pas non plus de voir Ramsdale à sa place, donc on verra bien. Et d'un côté, vaut mieux avoir trop de bons gardiens que trop de mauvais gardiens. Pour la défense, Kyle Walker, Stones, Maguire et Luke Shaw devraient être alignés, même s'il y a pas mal d'incertitudes, car à l'heure où sort cette vidéo, sur les 4 défenseurs que je viens de citer, il y en a 3 de blessés, à savoir Kyle Walker, Stones et Maguire.
mais qui pourraient être sur pied pour le mondial, donc on va dire qu'ils seront titulaires. Donc le premier, c'est le latéral droit, Kyle Walker, qui profite du forfait de Reece James pour se hisser à cette place de titulaire, même si intrinsèquement parlant, Kyle Walker a de la qualité. Sa qualité principale est évidemment sa vitesse, avec ou sans ballon, ce qui défensivement lui permet de récupérer un nombre de ballons incalculable, mais également de dédoubler dans le dos de ses partenaires ou bien en faisant un appel tranchant dans la surface de réparation lorsque son équipe est en possession du ballon pour créer du danger sur le but adverse. Son geste favori est évidemment le grand pont, car lorsqu'il est en possession du ballon sur phase offensive et qu'il se retrouve en 1 contre 1 face à son adversaire, il pousse le ballon très loin, contourne le défenseur et fait parler sa vitesse pour récupérer le ballon en réalisant un grand pont. Bref, vitesse plus qualité de pied fait que Kyle Walker est un atout de taille pour son équipe, que ce soit avec l'Angleterre ou encore Manchester City. Donc même si Reece James est blessé, les Anglais peuvent être très contents d'avoir un joueur comme ça et surtout croiser les doigts pour qu'il soit apte avant le début du mondial, car sans Reece James ni Kyle Walker, il y a du souci à se faire. Pour la charnière, on reste sur du classique, Stones-Maguire, même si c'est un peu compliqué pour les deux en ce moment, car comme je le disais tout à l'heure, ils sont blessés. Mais mis à part ça, déjà John Stones n'a plus ce rôle de titulaire indiscutable avec Manchester City, même s'il l'est généralement assez régulièrement. Et pour Maguire, c'est extrêmement compliqué. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire pourquoi. Vous êtes au courant que depuis un long moment maintenant, Maguire est critiqué, moqué même, car il n'est pas au niveau. Trop d'erreurs défensives, trop d'erreurs d'inattention, trop d'erreurs de placement qui coûtent cher à Manchester United, alors qu'avant son arrivée, on le voyait comme l'un des futurs meilleurs défenseurs du monde. Et aujourd'hui, tous les supporters veulent que le club s'en débarrasse. Sa valeur marchande est aujourd'hui de 30 millions d'euros, alors qu'en 2019, je le rappelle, il a été acheté 87 millions d'euros, ce qui pour un défenseur est énorme. Bref, toutes ces accumulations font que Maguire a eu une énorme perte de confiance, et c'est malheureux, parce que on n'a plus le Maguire de Leicester, donc j'ai un peu peur pour la charnière centrale, parce qu'en plus Maguire c'était le leader de cette défense, et si ton leader n'est pas en confiance, y a de quoi s'inquiéter. Après voilà, si l'un des deux ne revient pas à temps pour le mondial, je mise sur Eric Dyer, qui pourrait vraiment faire le taf, que ça soit aux côtés de Stones ou de Maguire. Pour le côté gauche, sans surprise, ce sera Luke Shaw, titulaire de marque aux yeux de Southgate depuis l'Euro, car avant cela, il se disputait la place avec Ben Chilwell, mais Luke Shaw a su être convaincant. Je rappelle que c'est lui qui donne l'avantage à l'Angleterre lors de la finale, mais au-delà de ça, quand on creuse un petit peu, on peut voir qu'il répond plus aux attentes du jeu que veut mettre en place Southgate par rapport à Chilwell. Très physique, rapide, excellent pied gauche, très propre sur les tacles, ce qui fait que quand il arrive à mixer physique plus tacle plus vitesse, généralement l'ailier droit a du mal à se frayer un chemin vers la surface adverse. Il est très complet et comme je le disais, c'est devenu un élément majeur de cette équipe aux yeux du sélectionneur, donc il devrait, sauf retournement de situation, occuper le poste de latéral gauche. Alors là on passe au milieu de terrain, l'entrejeu qui sera composé de Bellingham et de Declan Rice. Et là c'est réellement très très fort. Bellingham est en train d'exploser avec Dortmund, futur joueur d'un très grand club, je pense, et son éclosion paye, car il a réussi à s'imposer au milieu de terrain des Three Lions, comparé à l'Euro 2021 par exemple, où il était remplaçant, et c'est totalement mérité, surtout quand on voit la connexion avec Declan Rice qui est juste au top, et qui à mon sens arrive à tirer Bellingham vers le haut, en lui apportant toute son expérience, même s'il n'a que 23 ans et qu'il est habitué à jouer numéro 6 avec West Ham. Il y avait des rumeurs d'ailleurs qu'il l'envoyait à Chelsea, mais finalement ça ne s'est pas fait. Donc Declan Rice possède énormément de qualité, gros volume de jeu, ce qui lui permet de conserver le ballon précieusement, très technique, capable d'éliminer plusieurs joueurs à lui seul dans les petits espaces, qualité de passe très intéressante qui lui permet de trouver très facilement les ailiers ou de venir casser la première ou deuxième ligne adverse pour trouver le numéro 10 ou le numéro 9, en l'occurrence là Phil Foden ou Harry Kane. Mais là où Declan Rice se montre extrêmement dangereux, c'est lorsqu'il se retrouve en position de frappe aux 18 mètres. Le nombre de buts qu'il a réussi à mettre après avoir reçu le ballon dans cette zone, c'est fou. Il nous en avait mis un d'ailleurs, donc contre Lyon, avec West Ham, lors des quarts de finale retour de la Ligue Europa, c'était donc la saison dernière. Donc ouais, à surveiller, et je pense que malgré leur jeune âge, le duo Bellingham-Rice est capable de nous sortir un gros mondial. Maintenant, on va s'attaquer au secteur offensif, qui sera à mon avis composé de Foden en numéro 10, Saka sur le côté droit, Sterling sur le côté gauche et Harry Kane en pointe.
Et la présence de ces joueurs-là, évidemment, elle est primordiale pour construire quelque chose d'intéressant chez les Three Lions. Mais si on doit se poser une question, selon moi, et je m'étais déjà fait la réflexion lors de l'Euro 2021, c'est comment va être épaulé le leader de l'équipe, Harry Kane. Alors vous allez me dire, on l'a vu lors de l'Euro 2021 justement, donc cette question ne devrait pas avoir lieu. Cependant, quand on regarde l'Angleterre Euro 2021 et l'Angleterre Ligue des Nations, donc l'Angleterre là, très récemment, c'est très différent, avec un style offensif particulier, et les joueurs aussi sont différents. Donc comment ces trois joueurs-là, Saka, Foden et Sterling, vont réussir à mettre en lumière le capitaine Harry Kane, leader incontesté, avec la capacité de venir orchestrer le jeu en venant décrocher, ou encore excellent buteur, capable de mettre des buts de grande classe grâce à sa qualité athlétique. Mais il faut qu'autour de lui, le collectif suive et soit capable de lui donner des ballons au bon moment et dans les meilleures conditions pour le mettre dans des situations optimales. Pour ça, il y a Foden, qui selon moi sera une pièce essentielle du Pulse de Southgate pour pouvoir épauler Harry Kane. Foden arrive à créer, à faire déjouer ses adversaires et sa qualité de passe peut être son point fort pour réussir à briser le dernier rideau et mettre Harry Kane dans les meilleures conditions après l'appel de ce dernier. Dans les couloirs, Saka et Sterling sont capables de faire parler leur vitesse, leur percussion, leur prise de profondeur pour ensuite recevoir le ballon et centrer pour la tête d'Harry Kane qui, on le sait, généralement finit au fond. Donc il faut selon moi un créateur qui est là, en la présence de Foden, et des ailiers assez techniques et rapides, qui sont également là, cette fois-ci en la présence de Saka et de Sterling. Maintenant, Harry Kane n'est pas paresseux et n'est pas le joueur qui attend d'être servi par les autres pour créer du danger. Non. Au contraire, comme je le disais tout à l'heure, il vient énormément décrocher pour orienter le jeu et créer une certaine verticalité, car ça peut permettre à Harry Kane de redescendre, dos au jeu orienté sur Sterling ou Saka, piqué vers la surface de réparation en attente d'un centre de l'un des deux. Donc on peut également le retrouver au départ de l'action et non uniquement à la conclusion. Et il est là, le point fort de l'Angleterre selon moi, car on vient de le voir, collectivement ça peut cartonner, mais individuellement on a là des joueurs de classe mondiale. L'un joue à Chelsea, l'autre à Manchester City, l'autre à Arsenal, le dernier à Tottenham. Donc bref, le point fort il est là. Et si les Three Lions doivent s'appuyer sur un secteur en particulier pour tenter de remporter la compétition, c'est bien le secteur offensif. Maintenant, si on se décroche un petit peu de tout cet aspect individuel et qu'on regarde sur le plan collectif, l'Angleterre est une équipe assez attentiste mais qui maîtrise son sujet avec de grandes phases de possession. Ils misent beaucoup sur le contrôle du ballon, prudents dans leur jeu de position, mais capables d'exploiter au mieux les failles laissées par l'adversaire, donc très dangereuses à ce niveau-là. Maintenant, il y a quand même pas mal d'interrogations, et j'aurai l'occasion d'en reparler lors de la conclusion. Donc pas mal d'interrogations par rapport à l'effectif. Est-ce que l'équipe que je viens de vous énumérer sera la bonne? Normalement oui, mais là où je veux en venir, c'est au niveau des blessures. Est-ce que Kyle Walker, John Stones ou encore Harry Maguire seront aptes et prêts pour la Coupe du Monde, car sans eux, il peut y avoir un énorme déséquilibre qui obligerait Southgate à bricoler. Donc à voir, mais à un mois du mondial, il y a encore pas mal, voire trop d'incertitudes. Pour ce qui est des trois joueurs à surveiller au sein de cette équipe, le premier c'est le capitaine Harry Kane, véritable leader de cette équipe, buteur hors pair grâce à son énorme qualité athlétique. Comme je le disais tout à l'heure, il peut être à la fois au départ de l'action, mais également à la conclusion. Et j'espère qu'il sera en confiance parce qu'un Harry Kane en confiance, ça peut faire de gros dégâts. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué chez lui lors des précédentes compétitions internationales. C'est que c'est un joueur qui monte en puissance au fur et à mesure de la compétition. C'est-à-dire que lors des premiers matchs, il va te mettre un but par-ci par-là. Par contre, au bout du 3e, 4e, ça y est, il va te mettre but sur but. Et c'est quelque chose de spécial chez lui. Et je pense que ça va se rééditer. Ouais, c'est ça qu'on dit, rééditer. Je sais pas comment on dit, bref, on va dire réitérer lors de ce mondial. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de confiance en Harry Kane. Donc pour moi, Harry Kane est un joueur à surveiller. Le deuxième, c'est Jude Bellingham, qui comme je le disais tout à l'heure, est un joueur qui est pétri de talent. Et je pense qu'il joue gros lors de ce mondial, mais qu'il est quand même capable de se faire une place au sein de cet effectif lors de ce mondial. Et s'il arrive à le faire, s'il arrive à s'imposer en réalisant de belles prestations, je pense qu'il a la nation à ses pieds pendant les 10 prochaines années. Donc je pense que ça peut être son mondial. En plus, on aura Declan Rice qui sera là pour l'épauler. Declan Rice qui
a seulement, on dit seulement dans le football c'est énorme, mais 4 ans de plus et qui a beaucoup plus d'expérience, étant donné que lui, il a déjà participé à une grande compétition, à savoir l'Euro 2021 en tant que titulaire, bien évidemment. Donc ouais, Jude Bellingham à surveiller. Et je pense que bon nombre d'observateurs seront d'accord avec moi. Et enfin, le dernier, c'est Jordan Pickford, qui intrinsèquement parlant est très bon, mais j'ai quand même hâte de voir comment il va gérer cette entre guillemets pression et cette concurrence qui est quand même assez intense avec Ramsdale, en sachant qu'à côté, à Everton, ça se passe pas très bien. Parce qu'on va pas se mentir que quand Pickford était vraiment à son prime avec l'Angleterre, il était vraiment titulaire indiscutable aux yeux de Southgate. Ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Il y a une petite bataille qui commence à s'installer entre les deux. Donc j'ai hâte de voir s'il va performer pour montrer à Southgate que voilà, il est présent et qu'il mérite sa place de titulaire indiscutable. Ou au contraire, est-ce qu'il va plonger mentalement et faire une Coupe du Monde assez moyenne. Voilà, je trouve ça hyper intéressant. Donc pour moi, Harry Kane, Bellingham et enfin Pickford sont les 3 joueurs à surveiller au sein de cette équipe des Three Lions lors de cette Coupe du Monde. Pour ce qui est de la conclusion, iront-ils au bout de cette Coupe du Monde? Pour moi non, et je pense que grâce à ma vidéo sur l'Argentine, vous avez deviné mon pronostic. La vidéo sur la nation en question sera d'ailleurs le prochain épisode de la série. Il devrait arriver en fin de semaine, donc soit vendredi, soit dimanche, ça dépend, on verra bien, mais en tout cas, ça arrive très rapidement. Mais bref, quand on regarde le groupe déjà, qui est composé de l'Angleterre, de l'Iran, des Pays de Galles et des États-Unis, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que l'Angleterre finira premier de son groupe avec 3 victoires. Et si vraiment il termine deuxième ou même qu'il ne se qualifie pas, ça serait une énorme désillusion. Mais si on part du principe qu'ils terminent premier de leur groupe, ce qui sera le cas je pense, on aurait directement un choc en huitième de finale car ils affronteront les deuxièmes du groupe A, donc soit les Pays-Bas ou le Sénégal. Mais peu importe, que ce soit les Pays-Bas ou le Sénégal, je pense que l'Angleterre l'emportera, même si attention quand même aux Pays-Bas. Et ensuite en quart de finale, selon le parcours de l'équipe de France, si l'équipe de France fait un parcours entre guillemets normal à la hauteur de nos attentes, on devrait avoir un Angleterre-France. Et honnêtement, je mise pas grand chose sur l'équipe de France pour cette Coupe du Monde. J'en reparlerai de toute façon dans ma vidéo qui sera spécialement pour l'équipe de France. Donc je vois l'Angleterre passer et l'Angleterre être éliminée en demi-finale. Mais en tout cas pour moi l'Angleterre feront un très beau parcours. De toute façon ils n'auront pas le choix. Car comme j'ai pu le dire en intro, Gareth Southgate est très controversé actuellement. Beaucoup de supporters anglais ne comprennent pas ses choix d'homme et sa manière de travailler depuis quelques temps maintenant. Donc s'il ne veut pas se retrouver sur la sellette, il a tout intérêt à ce que l'équipe performe. Surtout quand tu vois que Thomas Tuchel serait OK pour coacher la sélection anglaise. Maintenant, je pense que l'Angleterre ne va pas nous décevoir. Car même si actuellement ils sont pourris par les blessures, ils ont un réservoir de talent individuel qui est exceptionnel. De plus, c'est une nation qui est sur la phase ascendante depuis plusieurs années maintenant. En 2018, ils sont éliminés en demi-finale, c'est un très beau parcours. Euro 2021, ils perdent malheureusement à Wembley face à l'Italie au tir au but alors qu'ils menaient, en plus très rapidement au sein de la rencontre grâce à Luke Shaw. Donc l'Angleterre a une excellente équipe sur le papier, mais collectivement également ça marche très bien. Donc j'ai du mal à voir une équipe d'Angleterre sous-performée. Lors de cette Coupe du Monde, honnêtement, je le sens bien pour eux. Je les vois aller loin, l'Angleterre, sincèrement. Donc c'est plutôt intéressant. Même si il y a un gros choc qui devrait arriver dès les huitièmes de finale. Ensuite, il y a un match contre l'équipe de France en quart de finale. Et là, je dis qu'ils vont battre l'équipe de France, mais j'ai quand même un petit doute. Parce qu'un match Angleterre-France, c'est toujours quelque chose de spécial. Et même si je mise pas grand-chose sur l'équipe de France, bah je sais pas, en fait. Donc c'est un petit peu dur. Mais bon, je vais rester sur ma ligne directive et je vais pronostiquer du coup l'Angleterre qui bat l'équipe de France et qui est éliminée en demi-finale. Donc voilà, pronostic final. Angleterre, premier de son groupe en ayant tout gagné. Je pense qu'ils vont faire 3 matchs, 3 victoires et éliminés en demi-finale de la Coupe du Monde. Et si ça arrive, appelez-moi le visionnaire. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant l'Angleterre. Est-ce que 56 ans après, l'Angleterre peut remporter la Coupe du Monde au Qatar? N'hésitez pas à me donner votre avis par commentaire, ça m'intéresse énormément. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu si vous avez aimé ce que vous avez vu. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, voilà, pour en voir d'autres. Si vous êtes un énorme fan de foot, je le rappelle, cette chaîne est faite pour vous. À l'heure où sort cette vidéo, la Coupe du Monde commence dans
1 mois et 1 jour les amis, donc ça va venir très vite. Bref, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.